Bonjour. Ok. Bonjour à tous. Je vais vous présenter des résultats préliminaires d'un travail que j'ai réalisé avec des collègues. Là, donc vous avez la liste ci-dessous. Donc Nicolas Martin Saint-Paul, c'est un chercheur de INRAE Avignon. Renaud Descarsin, c'est son doctorant. Johannes Guillemot, c'est un chercheur du CIRAD qui pilote le projet là, européen qui finance ce travail, qui s'appelle Mix for Change. Et puis Boris Rewald, c'est un collègue autrichien du BOKU à Vienne, parce que c'est donc un travail qu'on a réalisé ensemble pour tester l'influence du mélange sur la densité de flux de 4 espèces différentes qui sont en plantation. Vous avez une image ici, hein, la plantation est pas très ancienne, elle a moins de 10 ans et elle est très dense, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, juste un petit mot sur ce projet Mix for Change qui dure depuis 2-3 ans. Un projet financé dans le cadre de l'appel Biodiversa. Donc, nous, on reçoit de l'argent côté France de la part de l'ANR, mais c'est malgré tout un projet européen qui fédère une bonne dizaine de laboratoires pour travailler tous ensemble sur l'effet du mélange dans les plantations et dans le contexte du changement climatique. Donc, il y a des partenaires en Europe et puis il y a aussi quelques partenaires associés en fait, au Brésil et au Canada. Bon, vous avez ici un schéma qui décrit les différentes tâches de ce projet. Et avec donc Nicolas Martin, on est le leader de cette tâche qui concerne l'impact du mélange sur l'utilisation de l'eau, donc la transpiration, et l'efficience d'utilisation de l'eau, avec la question quel est l'impact des interactions des espèces sur la densité de flux au cours d'une période de sécheresse, et aussi sur l'efficience d'utilisation de l'eau, donc que l'on estime à travers le delta tracé. Mais je ne vais pas vous présenter aujourd'hui des résultats encore sur le delta tracé. On les a tous obtenus. Hein. C'est le Sylvatech qui a analysé tous les échantillons de carottes, des cernes que l'on a prélevés dans tout un tas de plantations, une dizaine de plantations à travers ce dispositif. Aujourd'hui, je vais me concentrer seulement sur la transpiration des arbres. Donc on travaille donc avec 4 espèces, hein, un érable, un tilleul, le charme et le chêne pédonculé. On a installé des capteurs de flux de sève sur ces arbres en juin 2022. Au total, c'était 72 arbres, un nombre important. Je me demande si c'est pas d'ailleurs, en tout cas pour moi, c'est mon record d'installation de nombre d'arbres dans un même dispositif. Dans les publications, je n'ai jamais vu plus. Et donc, dans ce dispositif, on croise 4 espèces à 3 niveaux de mélange. On a travaillé avec les monocultures, les mélanges 2 à 2 de toutes les 4 espèces, hein, toutes les combinaisons, et puis le mélange 4 espèces. Et pour chacune de ces situations, on a échantillonné pour le flux de sève 6 individus. Et voilà, vous avez un exemple du mètre que ça pouvait être dans la plantation, avec tous les câbles. En plus, il fallait les gainer parce qu'il y avait plein de rongeurs, soi-disant. Donc, ça a été assez intense pour les installer. Et globalement, les mesures ont bien fonctionné. Et en plus, on a eu la chance d'avoir une sécheresse très forte au cours de l'été dernier. Avec le t-shirt vert, là, c'est Renaud, qui est donc le doctorant encadré par Nicolas Martin. Et puis, au fond, c'était une étudiante en master qui était à BOKU et qui nous a accompagnés l'été dernier. J'aime bien vous présenter quel genre de données on obtient avec les flux de sève. C'est ici un exemple pour 2 arbres avec des enregistrements donc, depuis le 2 juin jusqu'au début novembre. Là, ce sont des mesures de densité de flux de sève, c'est-à-dire des kilos d'eau par décimètre carré d'aubier et par heure. Et on voit bien, hein, on a cette période autour du jour 170 où on avait le maximum de rayonnement, un maximum d'eau dans le sol et donc un maximum de transpiration pour les arbres. Et ensuite, on a eu très rapidement, début juillet, une sécheresse très importante qui explique en partie hein, la chute très forte de cette densité de flux pour ces 2 arbres. Et vers le jour 230, on a eu des pluies importantes à la fin de cette période de sécheresse. Et assez rapidement, les arbres ont réagi avec une augmentation forte de leur densité de flux jusqu'à la fin de l'été, l'automne, disons, fin octobre, début
décembre, où il y a plus beaucoup de TP et plus aussi beaucoup de feuilles pour la transpiration. Donc, à partir de ces mesures de densité de flux, ce que je fais, c'est que je calcule des sommes journalières de densité de flux. Ce n'est pas une variable qui est très intéressante en elle-même, mais c'est une somme journalière. Ça permet de comparer les différents jours au cours de l'année et les différents arbres aussi. Et donc là, on a des kilos d'eau par décimètre carré et par jour. Tout au long de la saison, j'ai représenté 2 arbres, l'arbre numéro 1, l'arbre numéro 27, peu importe. Et j'ai mis en face de ce mesure de potentiel matriciel du sol qui était réalisé dans la plantation. Je n'ai pas encore les données de teneur en eau du sol, c'est pour ça que je les ai présentées, mais c'était pour illustrer le fait qu'effectivement, au cours de l'été, on a eu quelques petites pluies là, qui font augmenter ce potentiel matriciel. Et en tout cas, les fortes pluies sont arrivées là, autour des jours de 130 et quelques. Donc là, je vous présente des résultats donc, des moyennes en fait de densité de flux journalier entre les 6 arbres, donc par espèce, dans les monocultures. Là, c'est pour mettre en évidence s'il y a des différences ou pas de densité de flux journalière entre ces espèces. Et on voit qu'effectivement, on a des différences. Il y a évidemment des écarts types qui sont assez importants que je ne vais pas représenter ici, mais on a le tilleul qui a globalement une densité de flux plus importante que les 2 autres espèces, ou en tout cas le chêne pédonculé, là au début de l'été, qui a des valeurs un petit peu plus inférieures à l'autre. Et puis, on commence à voir quelque chose, je vais regarder plus en détail après, mais le tilleul, on voit qu'au cours de l'été, on a l'impression que sa diminution de densité de flux de sève a été plus lente que chez les 3 autres espèces. Donc ça, ce sont les valeurs en monoculture. Et sur cette figure-là, on va analyser les données plus en détail après, mais c'est simplement pour vous montrer que par cet échantillonnage, on est capable de comparer les densités, l'évolution au cours de la saison de croissance pour chacune des espèces dans les différents peuplements. Donc ça, ce sont les mélanges pour les 6 arbres, 5 ou 6 arbres par espèce dans chacun des traitements. Le 1, c'est le monoculture, le 2, c'est le mélange à 2 espèces, et le 4, c'est le mélange à 4 espèces. Donc, de façon un peu globale, on a le sentiment qu'a priori, il n'y aurait pas un gros effet de la perte de transpiration au cours de l'été des érables dans les différents peuplements ici. On a un peu le même genre de résultat chez le chêne, en bas à gauche. A priori, il ne devrait pas y avoir des effets significatifs du mélange. Par contre, pour le charme, il y a peut-être des petites choses qui vont émerger statistiquement, et en tout cas, on voit que pour le tilleul, on a des effets assez forts du mélange. Et donc, pour analyser ça, sachant qu'au cours de cette période, on a des variations du climat, et en particulier de l'ETP, qui est le principal facteur qui contrôle la transpiration. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je calcule. Donc, vous avez en gris, là, c'est un exemple pour un arbre donné. En gris, vous avez l'évolution de sa densité de flux au cours de l'été, jusqu'à la fin de la période de sécheresse. En vert, je calcule, en fait, basé sur les données ici sans sécheresse, les données au début de l'été, je calcule en fait la relation qu'il peut y avoir entre la densité de flux journalière et l'ETP journalier. Et ensuite, pour chaque arbre, et à travers pour chaque arbre, cette relation statistique que l'on obtient, je suis capable de calculer une valeur prédite de la densité de flux basée uniquement sur l'ETP, sur les valeurs d'ETP. C'est ce qui est en vert ici. Donc, c'est une valeur qui n'a pas de sens, mais c'est une valeur prédite si on avait des conditions similaires dans la deuxième partie de l'été par rapport au début. Et ce que je fais, c'est que je calcule un pourcentage de variation entre les valeurs observées, donc les valeurs en gris, et les valeurs en vert. Et si ce pourcentage, comme au début de l'été, il est nul, vous avez l'échelle ici à droite, s'il est nul, ça veut dire que
il n'y a pas d'autres effets pour expliquer la densité de flux que l'effet ETP. Et à l'inverse, si cette valeur augmente ou diminue, en l'occurrence là ça diminue, ça veut dire qu'il y a des facteurs qui l'influencent. Et évidemment, l'hypothèse qu'on veut démontrer ici, c'est que, que l'on veut observer ici, mettre en évidence, c'est que c'est de la sécheresse qui engendrerait cette perte de transpiration non due à l'ETP. Donc, ça permet de calculer un pourcentage de perte de densité de flux jour par rapport à cette période prédite par l'ETP, et ensuite de comparer les moyennes. Donc, je fais ce calcul pour chaque arbre, et ensuite je compare pour chaque espèce et chaque niveau de mélange ces pourcentages de perte, avec l'idée peut-être, l'hypothèse que dans le mélange, ces pourcentages de perte pourraient être plus faibles si on considère qu'il y a peut-être de la facilitation ou des phénomènes de différenciation de niche. Et donc, comme on l'avait un peu observé précédemment, clairement pour l'érable, ici en bleu, il n'y a pas d'effet du mélange sur ce pourcentage de perte. Il n'y en a pas non plus chez le chêne. Et par contre, il y a des petits effets légèrement significatifs. Si on prend un seuil de 10%, si on prend un seuil de 5%, c'est pas significatif. Mais une tendance au fait que chez le charme et le tilleul, la perte de transpiration a été plus importante pour les arbres en mélange à 4 espèces par rapport aux 2 autres. Et pour le tilleul même, il y a ce gradient où plus le tilleul est en interaction avec d'autres espèces, eh bien plus sa perte a été importante. Donc là, on peut dire que la compétition, a priori, la compétition pour l'eau, pour cette espèce, quand il est en interaction avec les autres espèces, est la plus forte. Et pour le charme, c'est principalement dans le mélange à 4 espèces que cet effet est très fort. Et donc à l'inverse, encore une fois, pour les 2 autres espèces, qu'ils soient en mélange ou en monoculture, il n'y a pas de différence. Il y a une perte de transpiration au cours de l'été, mais qui n'est pas due à la présence des autres espèces. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Merci. Mathias, tu applaudis, mais tu as des questions aussi? Marie-Béatrice, ça le... Oui, bonjour. J'ai 3 questions. Oui. Est-ce que c'est à densité égale? J'ai peut-être raté l'info quand tu as présenté. Oui, la plantation, elle est la même densité dans tous les peuplements. D'accord. Et c'est quand tu parles par décimètre carré, c'est de la densité, enfin c'est de la surface de bois, pas de feuilles? Oui, c'est ça, c'est l'unité des densités de flux de sève, c'est des kilos d'eau par décimètre carré d'aubier et par heure. Et ensuite, quand on multiplie cette densité de flux par la surface d'aubier d'un arbre donné, c'est ce qui nous permet d'obtenir la transpiration, en tout cas la circulation de la sève, le flux d'eau dans le tronc, et qui sont des litres par heure ou des litres par jour si on fait la somme sur une journée. Et du coup, si tu as des différences de surface foliaire pour un arbre, selon qu'il est il est avec des voisins, enfin des autres espèces ou pas, ça, c'est pas intégré. Non, là, on regarde vraiment un trait écophysiologique de circulation de sève, cette densité de flux de sève, et on ne parle pas de transpiration des arbres. C'est quelque chose que je vais probablement calculer après, parce qu'on a la section, la circonférence de ces arbres, et pour voir quelle quantité d'eau ces arbres transpirent, et comparer les différents peuplements en termes de transpiration des arbres et en termes de transpiration du peuplement. Mais bon, là, ce qui nous intéresse quand même d'abord, c'est le fonctionnement intrinsèque de ces arbres en termes de vitesse de circulation de la sève. Et puis surtout, est-ce que cette vitesse, elle est impactée par la sécheresse, et est-ce qu'elle est impactée différemment ou pas par la présence des arbres qui sont en interaction? Non, j'avais oublié de remettre la caméra. Et une dernière question, j'ai noté que ton potentiel matriciel, il descendait à moins 0,5 mégapascal. Oui. C'est pas énorme? Oui. Un problème avec ça ou pas? C'est une toute petite sécheresse, ça, non? En fait, c'était c'était à 20 cm de profondeur. Ils ont fait des mesures de mémoire, je crois,
à 40 cm et à 80 cm. Et clairement, on a détecté qu'il y a un problème dans les mesures parce que le potentiel matriciel à la profondeur la plus importante, voilà, elle est intermédiaire entre celle à 20 cm et à 40 cm. Donc, j'ai présenté ces valeurs-là plus pour situer l'intensité, variation. enfin, la période de la sécheresse, disons, et pas en termes de valeur réelle. Il y a clairement un problème avec les mesures qu'ils nous ont envoyées. Ok. Mais après, non, alors, bon, moi, j'ai utilisé ça parce que pour l'instant, ils ne nous ont pas envoyé les. C'est une étudiante en master qui est en train de traiter les données de teneur en eau du sol. On va les avoir à différentes profondeurs. Toi, tu te serais attendu à quel genre de valeur? Je sais pas, 5 bars, moins 5 bars, c'est quasiment le potentiel hydrique quand tout va bien dans une forêt, non? Oui, 5 Non, bars, ça fait 0,5 mégapascal, oui. Ouais. non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Pour une Non, non, une plante, normalement, il y a beaucoup de plantes qui ferment autour de 1,5 mégapascal, hein. Oui, c'est ça. C'est que 5, c'est pas une sécheresse, c'est à peu près. Non, 1,5. Oui, oui, mais Là, c'était 0,5. Là, on est 0,5 là. Oui, 0,5, oui. Ça, Ouais. c'est très petit, oui. donc c'est pour moi une condition presque bien alimentée en eau, en forêt. D'accord. Je pense que les potentiels hydriques de sol que tu mesures en forêt, enfin en faisant un potentiel hydrique de base, c'est souvent autour de moins 5. Parce que tu n'es jamais totalement à moins 5 bars, donc moins 0,5 mégapascal, entre moins 0,2 et moins 0,5. Et quand tu commences à sécher, tu descends à moins 1, moins 2, moins 3 mégapascal. Tu commences à avoir soif, oui, effectivement, autour de moins 5, quelque chose comme ça. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Béa. Moi, voilà, je viens de dire ce que je pense de ces Ah oui, données-là. non, Et clairement, il y a un problème. Et merci de le pointer. J'espère que les données de teneur en eau du sol à différentes profondeurs, elles seront bonnes. Ça nous permettra de pouvoir interpréter proprement nos données. Clairement, ce que l'on voit, enfin, c'est que les arbres ont fermé leurs stomates de façon majeure. Donc la sécheresse, elle était majeure, c'est clair. Oui, oui, non, je me doute que ça peut être juste une affaire Ouais. d'un facteur 10 quelque part ou d'un autre coefficient qui a merdé. Ouais. Mais d'accord. Oui, d'accord. Je baisse ma main pour laisser à d'autres l'occasion de poser des questions. Ma part Oui. chronologique, Mathias. Oui. Oui, je me demandais aussi pour le sol, hein, je trouvais, mais ne te trompe pas, Damien, ça se peut que plus bas que la pression est plus haut. C'est pas, ça dépend de ton site, quoi. Oui, mais en fait, les collègues, là, Nicolas, il a fait des mesures de résistivité du sol, là, de l'ERT. Mhm. Et donc, on a des cartes, en fait, jusqu'à presque 3 mètres de profondeur. Et on n'a pas ce genre d'inversion Ok. issue de ces mesures-là. Donc, clairement, il y a un problème avec les mesures de potentiel Ouais. matriciel. Et je me demandais, est-ce que tu as une hypothèse pourquoi tous tes arbres, sauf les tilleuls, une fois les pluies sont revenues, ils ont revenu aussi leur sap, le Oui. flax, mais pas le tilleul. Le tilleul, il est gardé et, jusqu'à après. C'est quoi la différence entre celui-là et les autres arbres? Euh, non, alors pour l'instant, j'ai pas creusé encore ce genre de données. On pourrait imaginer que peut-être les tilleuls ont perdu des feuilles. À un moment de la sécheresse, il y a eu de la canicule aussi, hein, en Autriche. Donc, ils pourraient avoir, au cours de la sécheresse, perdu des feuilles, et ce qui fait que quand les pluies reviennent, eh bien, ils ont perdu une part de leur capacité importante à la transpiration. Ça Tu, pourrait être tu une penses explication. les tilleuls, ils perdent des feuilles? Oui. Ouais. Oui. Ça, on travaille sur des tilleuls aussi à Strasbourg. Et au cours de l'été dernier, là, les tilleuls, ils ont perdu très tôt, en fait, dans la ville de Strasbourg, très tôt leurs feuilles. À l'inverse, le micocoulier, lui, il a travaillé sur le micocoulier, le platane et le tilleul. Le micocoulier, il n'a rien perdu et les platanes tardivement.
Mais ouais, les Mhm. tilleuls, en tout cas, sur la base de ces deux observations, je pense qu'on Mhm. peut faire cette hypothèse. Ah, ok. Est-ce que tu en aurais d'autres, toi, Mathias, hypothèses? Oui, ça dépend. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vois, s'il y a une sécheresse, normalement, les feuilles, ils dégradent aussi leur système de photosynthèse parce qu'ils n'en ont besoin pas. Alors, est-ce que le tilleul n'a pas la capacité de le remettre? Je ne sais pas. Sur le VC max, ça descend normalement pendant des sécheresses. Et il faut le refaire après. D'accord. Ouais. Mais bon, je ne sais pas les tilleuls. Je ne connais pas. Mhm. Merci. Marion? Oui, bah, c'était super comme présentation, Damien. Alors, j'avais une question qui est un peu liée à ce que Mathias a posé comme question. C'était, est-ce que tu as fait un travail de comparaison, enfin, ou est-ce que, j'imagine que tu n'as peut-être pas eu le temps de le faire, mais parce que tu as dit qu'il y avait tous les binômes d'espèces. Mhm. Et donc, est-ce que tu as regardé un peu s'il y avait des compositions qui étaient plus favorables que d'autres? Enfin, je veux dire, au-delà de la diversité spécifique, est-ce qu'il y a des compositions qui sortent du lot par rapport à d'autres? Et est-ce que vous attendiez des résultats particuliers, entre autres par rapport à ce que vous saviez déjà sur les stratégies face à la sécheresse des différentes espèces? Parce que j'imagine que vous n'avez pas choisi ces 4 espèces par hasard. Donc, si quelque part, il y avait peut-être un choix expérimental et vous attendiez un certain type de résultat. Oui. Voilà. Sur ta première question, je ne les ai pas regardées encore, ces combinaisons 2 à 2. Donc, voilà, je ne peux pas te répondre, mais en tout cas, on va le faire parce que, effectivement, c'est des questions centrales dans ce genre de manipulation du mélange. Après, j'ajoute que dans le cadre de ce projet, moi, je vous montre que les mesures là de transpiration aujourd'hui. J'ai évoqué le fait qu'on avait fait aussi des mesures de composition isotopique du carbone, mais il y a aussi plein d'autres mesures qui ont été réalisées, des potentiels de base, des potentiels minimums. Les collègues, là, Nicolas et Renaud, ils ont prélevé des branches et donc ils ont analysé, ils ont calculé le P50, le pourcentage de perte de conductivité de ces branches. Donc ils ont les données, pas s'ils les ont déjà toutes, mais en tout cas, ils les auront. On a aussi des suivis de litière, de la croissance des arbres, voilà, etc. Et bon, ça sera globalement analysé par Renaud dans le cadre de sa thèse. Et sur la deuxième question concernant les hypothèses, alors je ne me suis pas replongé pour savoir les raisons pour lesquelles ils avaient choisi ces 4 espèces-là, les collègues d'Autriche, quand ils ont installé le dispositif. Mais en tout cas, nous, on faisait effectivement un certain nombre d'hypothèses sur la base de ce que l'on connaît un peu d'écologie ou de réponse à la sécheresse de ces espèces. En particulier, on pensait que le chêne pédonculé pourrait avoir un enracinement plus profond que le charme, par exemple, ou le tilleul, et donc être moins sensible à la sécheresse que ces autres espèces. On avait fait cette hypothèse que le tilleul serait sensible et en particulier pourrait perdre ses feuilles. C'est la réponse que j'ai apportée à Mathias. Donc ça, il faut qu'on l'analyse, combiner ces pourcentages de perte de transpiration avec les biomasses de litière qui ont pu être récoltées au fur et à mesure de l'été et de voir si il y a une cohérence et puis est-ce que cette hypothèse se vérifie ou pas. Moi, j'avais une hypothèse aussi basée sur d'autres expérimentations, sur le fait que le charme est une espèce qui est très sensible à la sécheresse, en particulier parce qu'il a un enracinement plutôt superficiel. Bon, là, je n'ai aucune idée de savoir si dans cette plantation-là, il a un enracinement superficiel ou pas, mais par exemple, à S, sur le dispositif de S2, quand Nathalie et André avaient travaillé là-dessus, ils avaient vu que le charme avait un enracinement plutôt superficiel et était, par ce fait-là, très sensible à la sécheresse. Ça a l'air de se confirmer. Enfin, je ne veux pas dire que c'est le plus sensible, il faut que je regarde ça plus en détail, mais en tout cas, il a l'air très sensible à la sécheresse, effectivement. Concernant l'érable, moi, j'ai plus de mal à faire des hypothèses. Voilà.
J'étais en train de parler alors que le micro était fermé. Mais donc, pas forcément de grosses hypothèses sur l'effet de complémentarité. Là, tu parlais de racines, donc racinaires entre les espèces. Oui. Parce que là, tu parlais plutôt de différences physiologiques entre les espèces, mais pas un truc qui serait en lien avec l'effet de facilitation lié au mélange. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce sont des espèces qui ont des traits fonctionnels pas très, très différentes à la base. Bon, il y a des hypothèses, on peut les faire sur des différences de systèmes racinaires, en particulier de profondeur d'extraction racinaire. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des différences de niche concernant ça et aussi peut-être de la différenciation quand ils sont de cette niche quand les espèces sont en mélange. Mais après, en termes de caractéristiques fonctionnelles, voilà, on n'est pas en train de comparer des conifères avec des feuillus. Bon, le chêne a une croissance un peu plus faible que les autres, mais en fait, là, dans la plantation, les croissances ont été assez marquées, même pour le chêne, assez fortes, même pour le chêne pédonculé. Bon, je n'ai pas les données sous les yeux, là, je ne peux pas répondre directement, mais oui, il faut que. Enfin, oui, on a un peu de mal, je dis on, parce que quand on en a discuté, on était sur la même longueur d'onde, on a un peu de mal à faire des hypothèses claires sur quelle espèce pourrait éventuellement bénéficier du mélange ou pas. Ok. Tu viens de répondre à une autre question, c'est pourquoi il n'y a pas de résineux dans le protocole. C'était que ce n'était pas forcément voulu. L'idée, c'était d'étudier des mélanges de feuillus, quoi. Oui, tout à fait. Ok, bon, je laisse la parole à Oliver et Marie-Béatrice. Yves, tu avais levé la main, je ne sais pas, on a déjà répondu à ta question peut-être. Oui, tout à fait. Oui, c'était sur le choix du tilleul en particulier. Enfin, c'était par curiosité, hein, parce que c'est pas fréquent, je trouvais, de voir trop cette espèce dans les études. Et voilà, Oui. voilà. Mais Alors là, dernière, je vais m'avancer. Encore une fois, je ne me suis pas replongé là sur les raisons du choix de ces espèces, mais malgré tout, le tilleul est une espèce importante des forêts tempérées de feuillus à travers l'Europe. Alors, on le trouve en Lorraine, par exemple. Alors, il n'y a pas des peuplements purs, ou très rarement, mais on le trouve en mélange. Donc, alors, je ne vais pas affirmer qu'en Autriche, on le trouve beaucoup. Je l'inventerai, je ne le sais pas. Mais je peux imaginer que s'ils ont fait ce choix-là, c'est probablement qu'en Autriche, enfin, dans la partie sud-est de l'Allemagne, ce genre d'espèce est abondante dans des peuplements, encore une fois, peut-être pas purs, mais en tout cas en mélange avec des chênes, avec du charme. d'accord. Merci. Oui. Oliver? Oui, d'abord, je peux confirmer, effectivement, les tilleuls sont peut-être plus abondantes que ici, qu'on a l'habitude de voir ici. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça. Ma question, c'était un peu dans la même veine que. Enfin, déjà, c'est super intéressant tout ça. Est-ce que vous avez une idée si à cet âge-là, la canopée est assez homogène ou est-ce qu'il y a déjà des espèces qui sont plus dominées et d'autres qui sont plus dominants? Et du coup, est-ce qu'il y a des espèces là-dedans qui clairement ont accès à moins de lumière, mais qui poussent en même temps quand c'est de la plein été, avec moins de soleil qui peut endommager les feuilles ou qui ont encore une humidité supérieure, humidité atmosphérique parce qu'ils sont dans la canopée. Avec tout ça va quand même beaucoup impacter le flux que tu observes en plus de la fermeture stomate et la surface foliaire de chaque arbre. Alors, de façon globale, je n'ai pas une réponse précise à t'apporter parce que je n'ai pas étudié, je n'ai pas les données, moi, de circonférence, de hauteur de toutes ces espèces dans la plantation. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que nous, on a structuré notre échantillonnage et on n'a travaillé qu'avec des arbres qui, on va dire, qui étaient codominants, dans le sens qu'ils atteignaient la lumière, ils n'étaient pas dominés, ils avaient des feuilles, une partie importante de leur houppier avec des feuilles à la lumière. Donc, on a vraiment eu une approche d'écophysiologie pour pouvoir justement s'affranchir de ce genre de choses et pas une approche un peu plus écologique des communautés dans lesquelles on regarderait, on ferait des sommes et on comparerait les transpirations des peuplements. En fait, on avait discuté de ça en amont
Et on a pris le parti d'avoir cette approche plutôt écophysiologique, parce que sinon, il aurait fallu structurer notre échantillonnage en prenant en compte des arbres, effectivement, dominés, dominants, etc. Et déjà qu'on voulait mettre le paquet sur les mélanges et sur 4 espèces, ça nous a atteint 72 arbres. Là, ça aurait explosé c'est l'échantillonnage et déjà- on n'avait pas les moyens financiers et en temps. Ok. Et juste une petite question de compréhension. La dernière graphique que tu as montré, les moyennes que tu as calculées là, qui sort du coup de ce calcul que tu as montré sur l'avant-dernière diapo. Oui. Et c'est la moyenne de quoi? C'est de la période complète ou juste la dernière période de sécheresse la plus forte ou Alors, attends. C'est une bonne question. Je viens de trouver la réponse. C'est la moyenne, en fait. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque arbre, j'ai fait la moyenne sur toute la période avant la sécheresse, en fait, depuis le mi-juin jusqu'à la sécheresse. J'ai fait la moyenne de ce pourcentage de perte par rapport à une valeur prédite par l'ETP. Et ensuite, j'ai calculé la moyenne des 5 ou 6 arbres par espèce et par traitement, et en calculant un écart type sur la base de ces 5 ou 6 arbres. donc en fait ce que tu montres c'est avant sécheresse. C'est ça. Non, c'est toute la période en fait. En fait, pour essayer de standardiser cette perte, j'aurais pu effectivement choisir des périodes particulières. Mais j'ai choisi, comme j'ai des données complètes sur toute la période, pour chaque arbre, eh bien, je choisis de faire la moyenne en fait, de ce pourcentage de perte. L'intérêt de faire ça, c'est que s'il y a des arbres qui ont commencé à être stressés plus tardivement que d'autres, alors la moyenne, tu vois, serait différente et statistiquement, ça apparaîtrait. Et pourquoi tu ne fais pas l'intégration temporelle? Eh ben, faire la moyenne sur ça revient à faire l'intégration en fait. Oui, si c'est la même période de temps, faire la moyenne ou l'intégration, c'est pareil. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis bien en fait, c'est faire ça. Ouais. Est-ce que c'est? Ouais, je sais pas. Si c'est. Oui. Mathématiquement, la moyenne, c'est l'intégration en fait. Ouais, mais je pense que tu exacerbes les différences en faisant une somme et du coup, tu peux rendre tes trucs plus significatifs qu'en faisant une moyenne. La moyenne, Je sais pas. C'est comme tu veux. Ouais. C'est pas sûr. Non, ouais. Après, il y a toujours, quand on fait des sommes plutôt que des moyennes, il y a toujours la notion qu'on risque de se retrouver avec des valeurs qui au final peuvent être très différentes entre les arbres. Ouais, et comme tu dis, ça peut exacerber des différences, mais c'est une exacerbation qui pour moi est purement mathématique en fait. Bon, ça a un sens de sommer ce que tu perds. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Mais concrètement, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas certain que c'est ce genre de choses que l'on aura envie de présenter dans un papier, par exemple, quand on voudra le publier. Mais en tout cas, moi, c'est la façon que j'ai de visualiser mes données, vraiment quand je les regarde, et de comparer les tendances en s'affranchissant de l'effet ETP. Et voilà. Caroline, pour finir. Merci. Moi, j'avais une petite question sur tes épaisseurs d'aubier entre tes différentes espèces. Est-ce qu'elles sont très différentes ou pas du tout? J'ai aucune idée, en fait. Voilà. Ouais. Moi non plus. Ah. Et quand tu calcules après tes flux, tu les estimes. Je ne sais pas, vous allez les estimer ou pas? Comme je l'ai évoqué, on va probablement pas s'amuser à calculer des flux parce que ce travail-là, on l'a voulu le focaliser sur une approche d'écophysiologie et pas la notion de comparer les transpirations dans ces peuplements-là, on va pas y arriver à le faire proprement parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on n'a pas échantillonné des arbres qui seraient un peu dominés, voire très dominés. Donc on comparerait en fait des transpiration un peu hypothétique de chaque peuplement basée sur seulement la transpiration des arbres qui atteignaient la lumière. Donc, on ne va pas le faire.
Mais sinon, pour répondre à ta question, ce sont voilà, une jeune plantation. Je crois que les plus gros diamètres atteignaient 10 ou 12 cm de mémoire. Pour ces espèces-là, tilleul, charme, érable, c'est clair que l'eau circule de partout là dans l'aubier. Enfin, il y a même probablement pas de duramène encore. Chez le chêne pédonculé, je serais moins affirmatif, mais probablement aussi qu'à cet âge-là encore, il n'y a pas de duramène et que même s'il y a peut-être un gradient tangentiel de la densité de flux, l'eau, elle circule de partout. Mais par exemple, ta question là, cet été là, avec Nathalie, François Le Bourgeois, Caroline Petitjean, Joseph, on va installer un dispositif là à Charmes, là où ils étudient, que tu connais aussi, et on va installer des capteurs de flux de sève. Et là, c'était vraiment l'idée de s'intéresser à quelle est la transpiration du peuplement. Et donc, on a structuré l'échantillonnage pour intégrer des arbres complètement dominés, tout petits, des grands arbres qui font 35 cm de diamètre, qui sont dominants, etc. Merci beaucoup. Oui. Merci. Bon, on va en rester là. Merci beaucoup, Damien. Merci à tous pour la discussion. OK. Pensez à vous inscrire parce que ça va s'arrêter faute de combattants, les séminaires flèches. Et on retrouve Hamza la semaine prochaine qui nous parlera de fromage. OK. Bonne journée à tous. Au revoir. Bon après-midi. Bon après-midi.